Bonsoir à tous et puis merci d'être venus si nombreux, ça nous fait très plaisir. Alors évidemment, c'est toujours difficile, avec Pascal, on se posait la question de faire on va dire une conférence inaugurale en quelque sorte, parce que vous allez avoir des vrais spécialistes qui vont développer un des aspects liés donc à la découverte, aux recherches sur Néandertal. Donc là, on va essayer de vous dresser assez rapidement, évidemment, parce que nous n'avons qu'une heure, puisqu'on vous laissait une demi-heure pour les questions. Donc ça va être bien sûr un survol, et on vous prie de nous excuser, mais c'est peut-être aussi une espèce de mise en bouche pour qu'ensuite, voilà, vous veniez écouter les autres conférences. Alors donc on va commencer. Alors c'est le machin, ça marche comment ça? Voilà. Donc on va commencer cette conférence par vous situer donc la période, l'époque de la découverte. Vous savez, c'est extrêmement important. La recherche ne se fait pas indépendamment de la société. Les chercheurs ne sont pas dans une tour d'ivoire, ne sont pas nulle part. Hein, ils sont dans leur histoire personnelle, dans leur histoire de la société. Donc c'est très important de remettre le contexte, d'autant plus pour Néandertal. Parce que justement, la découverte qui a lancé un petit peu les recherches sur les Néandertaliens, parce qu'on en a trouvé avant, hein, notamment en Belgique et à Gibraltar, avant cette fameuse découverte de 1856. Donc ici, vous avez la calotte qui est exposée dans l'exposition. C'est l'original. D'ailleurs, dans l'exposition, tous les crânes sont des originaux. Et tout le squelette de la Ferracie aussi. Donc voilà, donc 1856, c'est important. Donc nous sommes dans cette période où il va y avoir donc des paradigmes, il va y avoir donc des idées, des théories, mais aussi des idéologies dominantes et qui vont avoir un rôle justement dans le regard porté sur ces premiers fossiles, puisque là, évidemment, avant, on ne peut pas être évolutionniste avant que la théorie de l'évolution, bien entendu, soit développée, donc notamment par Darwin. Donc c'est très important. Voilà, au moment de la découverte, 1856, nous sommes dans ce paradigme dominant, c'est-à-dire c'est le créationnisme. Nous sommes tous des descendants des fils de Noé, eux-mêmes bien sûr descendants de Adam et Ève, et avec la théorie du déluge, hein, qui est très important et qui a marqué profondément toute la recherche, même le début de la paléontologie et de la géologie, donc au XIXe siècle. Voilà où on en est à cette période. C'est pour ça que quand, évidemment, on va commencer à regarder cette calotte et le reste, parce qu'on a découvert pas seulement la calotte, mais aussi pas mal d'os longs, et d'ailleurs ont été rapprochés au départ à un ours des cavernes. Hein. Et donc, évidemment, on ne peut pas envisager que ce soit un homme ancien, puisqu'on est dans cette période. Alors là, juste très rapidement, je vous mets ce qui est très important, donc il va faire quand même évoluer les choses dans ce 19e, fin 18e, 19e, des choses très importantes. J'ai pas le temps malheureusement de vous développer tout ça, mais c'est des choses qui sont très fondamentales. Évidemment, nous avons à cette grande période le père de la paléontologie, pour nous très important, archéologue de l'anatomie comparée, et de la théorie évidemment des catastrophes, qui lui, contrairement notamment à Lamarck, était fixiste. C'est-à-dire que les espèces apparaissent en l'état, et pour expliquer qu'il y ait des fossiles différents, des espèces, lui, il dit qu'il y a plusieurs déluges. Voilà, je n'ai pas le temps de m'étendre. Et aussi des choses qui vont influencer la vision de Néandertal, c'est qu'on est aussi dans cette période donc, où on va avoir une classification des êtres humains, une hiérarchisation des êtres humains, et là aussi les fossiles qui vont être découverts vont être à leur tour hiérarchisés. Donc voilà un petit peu les grandes théories de l'époque. Alors, bien entendu, il va y avoir quelque chose qui va tout de suite arriver, qui va être fondamental, c'est bien sûr à partir de la théorie de Charles Darwin, 1859. Mais pour nous, préhistoriens, il y a une autre date extrêmement importante pour nous. Donc c'est la publication de 1871, parce que c'est dans cette fameuse publication qu'il va dire qu'on est apparenté, qu'on a un ancêtre commun, une filiation entre les grands singes et nous. Donc ça, c'est pour nous très important. Et là, bien sûr, vous connaissez toutes les caricatures. Hein, l'homme descend du singe, il n'a jamais dit ça. Mais bien sûr, il a été caricaturé. Et pour nous, cette date de 1871 est extrêmement importante, avec notamment cette filiation.
Deux autres personnes très très importantes, deux savants extrêmement importants pour la préhistoire. Je passe rapidement, mais c'est vers le tournant des années 1863 où vraiment la préhistoire en tant que science donc va se développer, va prendre naissance et se développer. Donc avec deux grandes figures dont vous reparlera Arnaud Hurel la prochaine fois. Donc Charles Lyell, l'anglais, qui est le père de la géologie, très important pour nous préhistoriens évidemment. La succession des couches, les plus anciennes, les plus basses, les plus profondes sont les plus anciennes. Et bien sûr Jacques Boucher de Perthes, que tout le monde peut-être ici qui s'intéresse à la préhistoire connaissent, qui a fait beaucoup de travaux justement pour mettre en évidence l'existence de ces hommes antédiluviens, comme on disait à l'époque, ou hommes tertiaires. Alors, un autre paradigme très important qui va beaucoup jouer aussi pour nous en préhistoire, c'est Gabriel de Mortillet, qui sera d'ailleurs le conservateur de Saint-Germain-en-Laye, le premier conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye, et qui, lui, a vraiment développé et mis même dans tous ses écrits en lumière ce deuxième paradigme, qu'est l'évolution unilinéaire et progressive de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va toujours vers plus de progrès, c'est-à-dire qu'il y a une succession des âges, donc le moustérien, après on va supprimer les industries de transition, l'aurégnacien, etc., une succession de cultures, et donc les plus anciennes sont moins évoluées dans cette vision que les plus récentes, évidemment. Donc là, ça va beaucoup, beaucoup marquer, et évidemment, les Néandertaliens, auteurs des moustériens, sont dans les couches profondes, on va dire, à ces époques-là, donc sont anciennes, donc forcément sont moins évoluées que les couches supérieures. Ce qu'il faut voir aussi à ces époques-là, surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle, il y a le développement important du côté populaire, parce que je pense que les Néandertaliens aussi sont dans l'imaginaire et sont sortis un peu aussi des savants. Il y a les théories des savants, il y a la vision des savants, mais il y a aussi très rapidement une vision, on va dire, plus populaire. Et pourquoi ? Parce que c'est la grande époque du développement des magazines illustrés, parce que beaucoup de gens ne savaient pas lire, donc il y a beaucoup de magazines illustrés, et donc les découvertes de ces époques-là vont être dans ces magazines illustrés, ainsi que les reconstitutions que je vais vous montrer. Et de même, il va y avoir les premiers romans préhistoriques. Donc tout ça se met en place et donne une image, là aussi, assez caricaturale des hommes préhistoriques et de Néandertal en premier. Donc voilà, on attaque un peu les visions de ces périodes-là. Alors vous voyez, comme on trouvait, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, on l'a trouvé à une période où on ne pouvait pas concevoir que nous ayons des ancêtres, que l'homme moderne avait des ancêtres. Évidemment, au départ, il a été traité de rachitique, de crétin. Bref, il a eu une mauvaise presse tout de suite, puisque on ne pouvait pas l'imaginer autrement à l'époque. Et c'est surtout parce qu'il avait ces fameuses caractéristiques des Néandertaliens, la différence avec les sapiens, les bourrelets, etc. Donc tout de suite, il a été rejeté sur ce côté un peu pathologique. Et ensuite, quand on a commencé à reconnaître l'homme tertiaire, etc., évidemment, ça a un petit peu changé, mais il est toujours resté dans cet aspect quand même très proche du singe, on va dire, puisque justement, tout à l'heure, je vous parlais de la classification des êtres humains à ces périodes-là, avec comme curseur les grands singes, et on faisait beaucoup l'anthropologie physique, beaucoup de mesures, et on comparait les mesures obtenues sur les hommes, bien sûr, de l'époque, les différentes races, comme on disait à l'époque, et puis donc par rapport aux singes, et on les classait, des plus proches aux plus éloignés de ces singes, donc des plus inférieurs aux plus évolués. Et bien là, on a fait pareil, et évidemment, il va être classé, il va être assez proche du singe, et toutes les premières représentations, je veux dire même pendant un certain temps, vont le faire ressembler à un singe. Alors, vous voyez, donc on va passer un peu rapidement pour vous montrer un petit peu toutes ces réalisations qui sont quand même pas jojo. C'est quand même une représentation assez... Alors là, pourtant, on avait essayé, le docteur Léon-Henri Martin, que j'aime beaucoup en tant que chercheur, il a fait des grands travaux à l'Aquina, mais il avait dit, je vais faire quelque chose de plus sympathique, qui donne quand même quelque chose de plus réaliste. Je ne suis pas convaincue du résultat. Voilà, donc beaucoup de représentations. Il y a là aussi Ruteau qui avait une vision un peu particulière de la préhistoire, avec notamment une théorie des diffusions, c'est-à-dire que les cultures sont remplacées par des groupes, par des migrations, par des envahisseurs plus modernes et guerriers. Et donc, lui, il avait pensé que les Néandertaliens, ici les deux
représentations qu'il a fait faire, étaient des esclaves. Et alors, il était très dur. C'est même pas l'esclave de Sapiens. Lui, c'était carrément les esclaves ce qu'il appelait les Cheléens, c'est-à-dire avant les Néandertaliens. Alors, vous voyez, le pauvre, il était même... Donc, voilà un petit peu les représentations. Là, à l'Institut, où j'ai aussi un bureau, l'Institut Paléontologie humaine, peut-être que certains connaissent l'endroit parce que c'est assez magnifique. Nous avons sur le côté, boulevard Saint-Marcel, nous avons la représentation de l'homme de la Chapelle aux Saints, qui est une petite bouffia, qui est une petite grotte. Et là, vous voyez aussi les représentations dans ces années-là, c'est assez terrifiant. C'est vraiment très proche du singe et qui ne sait pas faire grand-chose. Voilà, d'autres représentations. Alors, il y a des choses incroyables. Nous avons ici Léonard de Vinci, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, anonyme, on ne sait pas qui, a représenté l'homme de Néandertal. Il a eu un imaginaire débauché, quand même assez incroyable. Moi, j'arrivais même pas à croire qu'on puisse dire que c'était, soi-disant, la représentation d'un Néandertalien. Voilà, donc il y a quand même des surprises. Il y a toujours des gens un peu d'avant-garde, des précurseurs. Voilà, là, c'était même aux États-Unis, vous voyez les représentations qui étaient faites à partir de sites importants, donc en discussion avec les préhistoriens de l'époque. Mais vous voyez un petit peu les images qu'on pouvait avoir. Alors les scènes, là, j'ai mis surtout des scènes de Burian, parce qu'avant, on a des scènes d'hommes préhistoriques, donc c'est pas forcément des Néandertaliens. Donc, mais les premières scènes vraiment de Néandertaliens, c'est notamment par Burian, dans les années 50-60. Et là, on voit qu'au niveau de l'activité, c'est assez bien vu. Mais le problème, c'est quand même encore une représentation très poilue, c'est encore très simiesque mais dans les comportements, Burian était quand même, vous voyez déjà dans l'homme de Néandertal une humanité, puisqu'il représentait enterrant ses morts. Alors, donc, qui était Néandertal? Donc, je laisse Pascal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc après cette partie consacrée à l'imaginaire, quelques images sur les dernières découvertes, en tout cas ce qui fonde l'état des connaissances scientifiques à ce jour, en 2018, sur ce lointain cousin. Alors vous avez ici... Tiens, elle est à l'envers celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarre. Bon, nous allons tenter de l'imaginer. Je fais appel à votre imagination, je vais vous montrer, j'espère que ma voix porte suffisamment, malgré mon état de santé défaillant. Nous avons ici une courbe temporelle, de la gauche vers la droite, par rapport à vous, avec la représentation de différents taxons, de différents hominidés, au sens large du terme, des plus anciens, Toumaï ici, au plus récent, c'est-à-dire à l'extrême droite, nous, les derniers survivants. Néandertal, qui se trouve ici, est un descendant d'un autre hominine qui s'appelle Homo heidelbergensis, ici, l'ancêtre direct de Néandertal. C'est en tout cas l'état le plus probant dans les théories sur l'évolution à ce jour. Vous voyez, l'intérêt de ce tableau est essentiellement, plutôt que de faire un long discours sur l'évolution, qui n'est pas le lieu ici, est de montrer dans cette partie la plus récente de l'humanité, disons le dernier million d'années au sens large, l'extraordinaire foisonnement des espèces du genre Homo. Nous n'étions pas les seuls, loin de là, Néandertal non plus. Et vous verrez que dans l'exposition qu'on a imaginée avec Marilène, il y a un espace sur ailleurs dans le monde qui étaient les contemporains des Néandertaliens sur les 300 derniers mille ans. Celle-ci, dans le bon sens, c'est une excellente chose. Continuons sur, maintenant qu'on a un peu parlé d'évolution, deux choses qui sont essentielles à comprendre quand on s'intéresse à la préhistoire, le temps et l'espace. Le temps de Néandertal, c'est environ 350 000 ans. 18 000 générations humaines. De nous à Jules César ou à Jésus-Christ, peu importe, environ 80 générations. Vous voyez un peu, là, ça c'est la profondeur temporelle de la durée des Néandertaliens en tant qu'espèce.
Pour ce qui est de l'espace, Néandertal a couvert un espace d'environ 10 millions de kilomètres carrés qui s'étend de l'Altaï au Pays de Galles, ou du Pays de Galles à l'Altaï. Pas tout le temps. Il a dépassé l'Oural à partir de environ moins 130 000. Il a atteint le Proche-Orient il y a environ 150 000 ans. Le Proche-Orient, c'est important parce que c'est là, a priori, que nous nous sommes hybridés, Néandertal et nous. Il y a environ 100 à 120 000 ans. Et l'Altaï, c'est important également parce que là, il a rencontré un autre cousin, l'homme de Denisova, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais gardez cela en tête, c'est également un cousin éloigné. Pour le temps, nous avons ici la courbe climatique depuis l'épisode du Ménapien, Pléistocène inférieur, et cette oscillation de courbe vous donne la succession des phases glaciaires, comme celle-ci, et interglaciaires, comme celle-là. Notre planète, sur le Quaternaire, la dernière période géologique, a été traversée de glaciation et de réchauffement auxquels Néandertal s'est parfaitement adapté. Néandertal et nous partageons 99,7% de gènes communs. La génétique, la paléogénétique plus précisément, nous permet d'avoir des informations sur son physique. Certains néandertaliens avaient les cheveux roux et les yeux clairs. Ce sont des données ADN, ainsi que le teint clair, également une donnée ADN. Donnée relativement logique dans la mesure où c'est une espèce européenne adaptée à des climats de haute latitude, et le teint clair permet de mieux synthétiser la vitamine D dans un environnement faiblement ensoleillé. C'est extrêmement important. Néanmoins, Néandertal, ils ne sont pas tous roux, pâles, aux yeux clairs. Il y a une diversité interne, tout comme chez nous. 4 groupes essentiellement chez Néandertal: occidental, oriental, proche-oriental et méditerranéen. Néandertal est un nomade, chasseur-cueilleur. C'est un prédateur qui se déplace très fréquemment sur un territoire relativement vaste, plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres carrés, qu'il exploite parfaitement, car il le connaît parfaitement. C'est un habile artisan qui arrive à tirer de son environnement tout ce dont il a besoin pour réaliser ses outillages. Nous, préhistoriens, on se concentre essentiellement sur l'outillage lithique, les silex taillés, tous les minéraux qu'il a pu tailler, simplement parce que c'est ce qu'on trouve en abondance du fait de sa qualité de préservation dans l'échelle du temps. Vous avez sur cette planche des outils, des nucléus, de l'outillage au sens large, qui provient du nord de la France, parce qu'à un certain moment, il faut bien cibler sur une région, et qui montre que l'outillage, la technologie néandertalienne est à la fois simple, mais très efficace, et elle peut varier dans le temps. Pendant très longtemps, on a considéré que le moustérien, qui est la culture majeure de la civilisation néandertalienne, avait une homogénéité, je cite, qui confinait à la monotonie, voire à la lassitude. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Néandertal a à sa disposition une palette, une gamme complète de technologies qu'il utilise en fonction de son environnement, des minéraux qu'il récolte et de ses besoins, ainsi que, ne l'oublions pas, de ses propres traditions culturelles. Ça peut changer dans l'espace et dans le temps, en fonction d'évolutions culturelles des groupes néandertaliens, qui peuvent également s'échanger des traditions culturelles. C'est ainsi que, dans les années 50 000, 60 000, on voit arriver en Europe occidentale des traditions d'Europe orientale, avec des outils typiques. Dans ces outils, quelque chose d'extrêmement intéressant, ce sont les lames qu'on trouve ici, et qu'on a cru pendant très longtemps, dans le cadre de la conception décrite par Marilène, par les travaux de Gabriel de Mortillet, réservée à nous, Homo sapiens,
car la lame, en préhistoire, a été longtemps considérée comme l'aboutissement de la taille, de la qualité de la taille, et donc forcément, c'est Homo sapiens qui en faisait. Et en fait, non, l'évolution, elle n'est pas linéaire et toujours vers le progrès. L'évolution, c'est comme les espèces, ça foisonne. Et Néandertal a commencé à débiter des lames dès 170 000 avant notre ère. Il a également réalisé ce type d'objet que vous verrez dans l'exposition, c'est ce qu'on appelle un biface, un outil taillé sur les deux faces, qui est un outil composite qui sert un peu à tout. C'est ce qu'on a appelé le couteau suisse de la préhistoire, car avoir un biface dans sa poche permet de remplacer plusieurs autres outils. Et deuxièmement, il permet d'être retaillé au fur et à mesure de son usure quand on est en balade, quand on est en recherche de quelque chose sur son territoire. Et le biface permet également, des expérimentations récentes l'ont démontré, permet également d'allumer du feu en frottant un bloc de pyrite, c'est-à-dire une espèce d'oxyde de fer, sur une des faces du biface. Cela crée des étincelles qui allument l'amadou qui se trouve ici. Donc le biface, c'est vraiment l'outil qui sert à tout, l'outil composite. La technologie néandertalienne est donc orientée dans nos conceptions de technologues vers le silex, et ce silex a pu servir, comme sur cette très belle pointe trouvée dans le département de la Somme, à armer un épieu, ce qui permet une chasse efficace. Celle-ci, découverte en Syrie, a été retrouvée enduite encore de bitume qui permettait de coller fermement la pointe sur un épieu. Et vous avez à droite les reconstitutions qui ont été réalisées pour l'emmanchement de ce matériel lithique, avec des expériences sur la façon dont Néandertal a inventé, le premier, une colle à partir de résine de bouleau, et avec des processus de transformation physico-chimiques extrêmement complexes mis en œuvre pour que cette résine de bouleau devienne réellement une colle forte, permettant une solidité à cet emmanchement de silex sur bois. Voici le résultat de cette expérience réalisée par Paul Kozovic l'année dernière, avec, vous voyez que c'est très très récent, avec à l'extrême droite cette résine chaude qui enduit un silex qui sera fiché à l'extrémité d'un manche pour faire un épieu, faire une arme de haste. Autre possibilité, des lances, comme celle que vous avez ici en bas de l'écran, découverte à Leringen, lance dont l'extrémité avait été durcie au feu. Et cette lance a montré que Néandertal utilisait beaucoup le bois. Nos collègues tracéologues qui étudient les traces laissées sur les silex taillés par l'action de ce silex sur une matière ont démontré que Néandertal était une civilisation du bois. Alors évidemment, le bois, on en trouve très très peu dans nos fouilles archéologiques. Seuls 5 sites en Europe ont permis de découvrir des éléments en bois, dont l'Eringen qu'on vient de voir. Et très dernièrement, là, ça a été publié il y a à peine un mois, à Barrica, dans le Pays basque espagnol, ces éléments sur l'écran qui sont des bâtons à fouir, c'est-à-dire des bâtons appointés utilisés pour creuser le sol, pour récupérer racines, tubercules et autres éléments enterrés. Merci. Alors évidemment, là on a vu sa dextérité pour la taille des outils et des armes. Comme arme, on pourrait aussi citer l'Ebola. Et maintenant, on va voir que cette dextérité a fait qu'il a pu avoir aussi la possibilité donc, de s'attaquer à des animaux conséquents comme les grands mammifères, parce que non seulement il avait cette dextérité, mais aussi il avait dans son anatomie une particularité qui lui permettait de lancer justement des lances ou en bois, armées d'un projectile parfois, de plus loin que nous. C'est-à-dire qu'il avait un développement possible
qui lui permettait de lancer plus loin son projectile. Et ça, c'est une donnée importante, puisque vous savez que plus on peut se tenir loin de l'animal, plus on a de chances d'avoir un succès à la chasse. C'est la première chose. Et aussi, l'armement, comme vous l'a montré Pascal, est relativement rudimentaire. Et ce qui montre, là je vais voir tous les animaux qu'il a chassés, qui montre qu'il avait des capacités cognitives extrêmement développées, puisqu'il a compensé cet armement qui peut nous paraître rudimentaire, par aussi l'utilisation de son environnement qu'il connaissait parfaitement. Il a élaboré des stratégies en fonction des endroits où ils étaient, et à la fois aussi les endroits où étaient les animaux. Il connaissait tout à fait parfaitement leur biotope, l'endroit où ils vivaient, et aussi leur éthologie, leur comportement. Et donc, on a beaucoup de sites qui témoignent vraiment de cette connaissance et de ce savoir-faire, donc pour capturer des grands mammifères. Alors le gibier préféré, c'est-à-dire que dans tous les sites, on travaille, là Pascal beaucoup dans le nord, moi beaucoup en Europe orientale. Les équidés reviennent très souvent, ils chassent beaucoup les chevaux, et aussi les rennes, bien sûr les bisons. D'autres très rapidement, si vous êtes en Espagne, si vous faites des sites espagnols, bien sûr on va avoir surtout le cerf et pas le renne. Des animaux, ne pas oublier les animaux rupicoles. Vous voyez une grande diversité. Encore là, je vous en présente que quelques-uns, ceux les plus chassés. Et en Europe centrale et surtout orientale, donc d'autres animaux qui certains vivent encore, comme l'antilope saiga. D'autres ont disparu, comme le petit éméon asiatique qu'on appelait Ecocydrantinus. Et bien sûr, le mammouth. Je n'ai pas le temps de m'étendre parce que je connais bien, j'aime beaucoup, comme vous savez peut-être certains, mais bien sûr ces relations homme-animal. Mais là, je ne peux pas développer ce rapport au mammouth qui est tout à fait différent de ce qui se passe à l'est et à l'ouest de l'Europe. Donc là aussi, des traditions différentes, non seulement dans les industries, dans les outillages, dans les technologies, mais aussi dans les animaux chassés, dans les relations à ces animaux. Oups, j'étais un peu vite. Alors les carnivores, il ne faut pas les oublier. Nous sommes dans cet environnement où il y a beaucoup de gibier et il y a beaucoup de carnivores. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, justement, pour élaborer des stratégies, il faut faire face aussi aux autres prédateurs. Comme autre prédateur, il a des concurrents assez féroces, comme le lion des cavernes, qui est quand même un super prédateur, qui va chasser les mêmes espèces, et surtout l'animal redoutable qui s'appelle la hyène des cavernes. Là aussi, la hyène des cavernes, elle est une grande spécialiste sur la chasse aux chevaux et aux bisons, et ça va vraiment être en concurrence. Donc il faut, là, vous voyez, bien élaborer aussi ces stratégies par rapport à ces prédateurs. Alors, ils ont relativement peu chassé les carnivores, ils ont très peu consommé la viande de carnivores, c'est surtout pour les fourrures. Mais surtout, les grandes découvertes, c'est ça qui nous apporte aujourd'hui, de vous montrer les nouveautés. Dans les nouveautés, il y a des choses formidables. Avant, on pensait que l'alimentation des Néandertaliens était quasiment que carnivore, enfin presque. 100% carnivore, on l'avait rapproché même avec certaines analyses biogéochimiques de l'alimentation d'un loup, donc vraiment très carné. Et on a maintenant démontré que, bien sûr, c'est un mangeur de viande, hein, ça reste quand même important, mais que premièrement, c'était une grande diversité dans les gibiers, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des grands mammifères, mais aussi des petits mammifères. Il mangeait aussi des lagomorphes, par exemple, des lièvres, des lapins, qui mangeaient également des oiseaux, qui mangeait plus de poissons qu'on le pensait, parce qu'on pensait que ce n'était pas un grand pêcheur, mais on s'aperçoit que dans certaines régions, par exemple sur des sites que j'ai fait en Crimée, et c'était spécialisé un peu dans le saumon, hein, le grand saumon de la mer Noire, par exemple, qui remonte donc les rivières, et pour frayer, et donc là, ils capturaient pas mal de saumon. Et ceux qui vivaient au bord de la mer, évidemment, là aussi, on a mis en évidence qu'ils consommaient beaucoup de produits de la mer, et notamment des moules, des huîtres. Et par exemple, on a un site, un Gorham, dont on a la preuve qui, pour ouvrir les mollusques, pour ouvrir les moules, pardon, il les jetait en fin de compte dans le feu. Et comment elles s'ouvraient, voilà, c'était une cargolade. Pour les escargots, ben là c'était pour les moules. Et donc là c'était vraiment, c'est ce que ces dernières années ont vraiment montré cette diversité. Et d'ailleurs, même aussi des mammifères marins, hein, échoués sur les plages, ils ont consommé pas mal de... Donc, ils avaient pas mal d'oméga 3.
Rappelez-vous ce que je vous dis, ils ont mangé beaucoup d'oméga 3, parce que je pense que Pascal, tout à l'heure, en reparlera à propos de leur disparition. Et alors, d'autres choses aussi qui ont montré cette alimentation plus diversifiée, c'est surtout grâce à l'étude du tartre dentaire, des résidus qui sont des micro-résidus dans les tartres, ont mis en évidence qu'il y avait une consommation assez importante de plantes. Alors, des choses, moi, qui m'ont surpris, mais peut-être pas vous. Moi, je ne sais pas qu'on mangeait des rhizomes de nénuphar, mais bon, on mange des rhizomes. Ils ont mangé des rhizomes de nénuphar à Spie, donc l'homme de Spie que vous voyez dans l'exposition. Surtout des grands consommateurs de graminées sauvages, hein, l'ancêtre des céréales. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'ils ont non seulement mangé ces plantes, mais on a la preuve qu'ils les ont, pour certaines en tout cas, ils les ont cuites. Et notamment l'amidon qu'on a retrouvé dans les tartres dentaires et qui montre que ces céréales cuites donc étaient consommées soit en bouillie, soit en galette. Alors comme je dis toujours, vous savez, on avait toujours cette image des Néandertaliens en train de manger un gros morceau de viande bien rouge, bien saignante, hein, dégoulinante, et maintenant on lui met une galette dans la main, en train de manger une galette. C'est vrai que l'image n'est plus tout à fait la même. Et donc ça, c'est des données pour nous qui sont extrêmement importantes pour montrer notamment cette diversité de comportements alimentaires. Dans l'animal, là aussi, on peut pas s'étendre, mais très important dans les découvertes, c'est que on est de plus en plus, maintenant, on a de plus en plus de preuves que dans l'animal, tout est bon, hein, c'est-à-dire qu'il récupère tout. Les Néandertaliens, comme d'ailleurs après les Cro-Magnons, ils se nourrissent du sauvage. Hein, ils sont des prédateurs et pas des producteurs. Donc, ils ont besoin de trouver dans leur environnement tout ce dont ils ont besoin. Et notamment, là aussi, je le rappelle, les Néandertaliens n'allaient pas tout nus, surtout en pleine glaciation. Donc là, on a des preuves, nous, sur les ossements des animaux, qu'ils récupéraient les fourrures, qu'ils récupéraient les peaux. Donc, vous voyez, au niveau de l'animal, des ressources à la fois, évidemment, alimentaires, mais aussi non alimentaires. Tout, c'est-à-dire les os, pour les combustibles, pour construire des cabanes, pour les tendons, les ligaments, etc., pour faire les cordes, les liens, les ficelles et tout. Donc, vraiment, une récupération maximale. Et même au niveau des ossements, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pensait, là c'est Mézérich, on pensait que c'était là aussi les hommes modernes qui avaient fait les premières cabanes en os de mammouth, c'est-à-dire qui avaient eu l'idée de récolter des os de mammouth, hein, dans la steppe. C'est en Ukraine. Et en fin de compte, nous avons fait une étude avec mon étudiante Laetitia Demey, qui a montré à Molodova, donc un site néandertalien, qu'ils avaient construit pas une cabane comme ça, mais un abri-vent en prélevant, là aussi, dans l'environnement des os de mammouth pour construire cet abri-vent. Donc là, nouveauté aussi, on peut dire que c'est eux qui ont inventé un peu ce concept, c'est-à-dire de récupération, notamment de ces os de mammouth. On a longtemps discuté sur l'utilisation des os pour faire des outils. Sapiens va faire une grande partie de ses outils, et surtout de son armement, comme les stagets, à partir des ossements d'animaux et des bois d'animaux, des bois de rennes, par exemple, de l'ivoire de mammouth, etc. Et on avait très peu de choses chez Néandertal, parce que, comme Pascal vous l'a dit, c'est une civilisation de la pierre, mais aussi du bois végétal. Donc c'est vrai que sans doute que tout ça lui suffisait et il n'a pas voulu utiliser les bois naturels des animaux ou les os d'animaux, ou peut-être pour d'autres raisons qui sont liées à une approche différente des animaux, et peut-être il ne voulait pas prendre les armes naturelles de ces animaux, c'est-à-dire leur bois de renne par exemple, pour le tuer, hein, faire une arme qui tuerait. Donc il y a peut-être cette relation qu'on rencontrait dans certains peuples chasseurs-cueilleurs il n'y a encore pas si longtemps. Donc eux aussi ne prenaient pas les armes naturelles des animaux pour les tuer. Mais nouveauté très importante depuis quelques années aussi, c'est que cette industrie sur os, pas sur bois de renne, mais sur os est un peu plus fréquente qu'on ne le pensait. Notamment, on trouve, et c'est ce qui confirme la récupération des peaux, c'est mise en évidence des lissoirs. Et là aussi, les lissoirs étaient considérés comme toujours fabriqués par les Homo sapiens. Et non, il y a des lissoirs qui ont été fabriqués par les Néandertaliens. C'est un outil qui sert pour les peaux, à bien gratter les peaux. Alors du côté aussi des nouveautés, du côté culturel, on a longtemps glosé. Vous savez, pour rendre quelqu'un inférieur, un être inférieur, on dit il n'a pas de langage articulé. Comme ça le met bien inférieur.
Et donc, en fin de compte, tout démontrait son anatomie, ses comportements, etc., qu'il avait un langage articulé. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il avait un langage articulé, et peut-être d'ailleurs même ses prédécesseurs, les Homo heidelbergensis. Et là, au niveau de la génétique, il y a eu la découverte d'un gène qui s'appelle FOXP2, qui, chez nous, est associé donc au langage. Je dis bien associé, c'est pas un gène du langage, mais est associé en plus au niveau de son cerveau, comme vous voyez dans l'exposition, les aires de langage sont bien développées chez les Néandertaliens. Donc voilà, ça c'est, je pense qu'on a... Là aussi, on avait beaucoup au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, c'est pour ça qu'on a mis ici dans l'exposition SPI et la ferracie, pour ces lieux de sépulture, parce que là aussi, c'était pas possible pour certains, en tout cas comme de Mortillet, par exemple. C'était pas pensable que les Néandertaliens puissent enterrer leurs morts. D'ailleurs, même lui pensait que même les Cro-Magnons n'avaient pas enterré. Alors. Mais donc c'était quelque chose qui était vraiment fortement marqué aussi, parce que c'était trop avoir des pensées métaphysiques, c'est réservé à nous et pas aux hommes fossiles et encore moins aux Néandertaliens. Donc il y avait eu beaucoup de débats et à la ferracie, c'est un endroit en Dordogne où on a trouvé plusieurs sépultures, entre 7 et 8, et qu'on a mis en évidence. Il y avait des hommes, des femmes, enfin un homme, une femme, des enfants, des ados et des plus petits, et des fœtus même. Et il y a eu une commission en 1912 qui se réunit. Tout ça s'est passé vers 1909-1910, les découvertes. Et en 1912, il y a une réunion où il y a notamment l'abbé Breuil, les abbés Buissonnier et tout, qui avaient travaillé à la Chapelle aux Saints, fouillé à la Chapelle aux Saints. Et donc, qui ont dit oui, la ferracie vraiment montre que les Néandertaliens enterraient leurs morts. Mais, vous savez, il y a toujours des résistances. Mais en tout cas, eux, il y avait quand même une partie de la communauté de l'époque qui avait reconnu que c'était une possibilité tout à fait argumentée, on va dire. Parfois même, donc, ce que nous, on appelle offrande, j'aime pas trop le terme parce que c'est très moderne, une offrande, est-ce que c'était une offrande? Mais toujours est-il qu'ils ont mis, en même temps que leurs défunts, ils ont des fois mis des objets. Ce que je voudrais dire aussi très rapidement, c'est qu'en fin de compte, au niveau des rites funéraires, il y a des rites funéraires, c'est pas seulement les sépultures, hein, c'est pas seulement enterrer ses morts. La plus ancienne, pour l'instant, elle est au Proche-Orient, moins 143 000 ans, c'est Taboun, Néandertal. Et donc, il y a eu beaucoup en Europe, surtout plus tardivement, et on avait de temps en temps donc des objets, des belles ramures de bouquetins, pardon. Après, il y a eu aussi des bouquetins, etc., des cordes. Et donc, on a des objets. Et donc, il y a peut-être quelque chose aussi là qui est lié à ce rite funéraire. Mais je vous le disais, on n'est pas toujours obligé non plus de les enterrer. Et on a, par exemple, pas mal de cas où on discute sur le fait qu'ils ont peut-être, en tout cas certains groupes, conservé les crânes. Vous savez, ça s'est beaucoup fait, il n'y a encore pas si longtemps, ce qu'on appelle le culte des crânes ou le culte des ancêtres. Et donc là, on a plein de sites où on a uniquement des crânes conservés. Et les crânes, c'est une boîte vide. Donc au niveau de la conservation, c'est extrêmement fragile. Donc si on ne trouve pas d'autres ossements, par exemple, il y a des os qui se conservent très bien, très durs, comme les astragales, par exemple, ou d'autres os courts comme ça, bien robustes, et qu'on a le crâne, on peut se poser la question. Et on pense que c'est probablement quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire qu'ils ont conservé le crâne de leur ancêtre défunt dans leur habitat, d'autant qu'à Kebara, donc un site néandertalien du Proche-Orient, on a trouvé le négatif, c'est-à-dire qu'on a trouvé le squelette, et les fouilleurs, dont le professeur Bernard van der Mesch, grand spécialiste des néandertaliens du Proche-Orient, ont montré qu'on avait enlevé le crâne volontairement, c'est-à-dire qu'on avait prélevé du squelette le crâne pour l'emmener ailleurs. Donc, vous voyez, c'est important, c'est que maintenant, on va même au-delà simplement des sépultures. Et il y a bien sûr l'endocannibalisme, qui est un rite funéraire. Donc, on ne va pas développer ce soir le cannibalisme, mais là aussi, ils ont pratiqué le cannibalisme. Mais, comme vous le savez, ça commence à moins 800 000 ans à Atapuerca, avec les homo antécessors, et ça finit, encore aujourd'hui, il y a du cannibalisme. Donc c'est pas, là aussi, on a voulu dire Néandertal est un cannibale pour inférioriser, et en réalité c'est beaucoup plus complexe.
le cannibalisme, parce qu'il y a à la fois du rituel, bien sûr, de l'alimentaire, mais aussi du rituel, voire du funéraire. Voilà, quand on mange un morceau du défunt qui appartient, par exemple, au groupe ou à la famille. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Là aussi, on a voulu inférioriser en le traitant de cannibale, mais c'est peut-être, justement, le cannibalisme est peut-être un fait tout à fait humain. Là aussi, nouveauté. Ces dernières années, on a eu beaucoup de choses qui sont sorties, qui sont tout à fait nouvelles, parce que je pense que le regard a un peu changé au fur et à mesure. Depuis une dizaine d'années, le regard a changé. Et quand on pense que c'est possible, eh ben, on voit les choses qui sont possibles. Si on dit que c'est pas possible, on va pas les trouver ni les voir. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses depuis quelques années, là. Notamment donc la collecte de fossiles, de minéraux, hein, ils font comme nous, enfin je sais pas, c'est vous, mais ramasser un fossile, on ramène chez soi, bon voilà, ben, ils ont fait ça, des fois en transformant, des fois sans transformer. Ils ont aussi récolté beaucoup de minéraux, des ocres, en quantité importante, souvent sous forme de nodules. On a des traces dessus d'outils qui permettaient une espèce de perçoir, de poinçon, qui permettaient de récupérer donc de la poudre dans des godets. On montre ça dans l'exposition. Et c'est des petites quantités. Donc là, on s'interroge parce que l'ocre en grande quantité, ça peut permettre de tanner des peaux, ça peut permettre d'aseptiser un endroit. Mais en petite quantité, on peut envisager peut-être une autre utilisation, notamment la réalisation peut-être de peinture corporelle. Mais ça reste bien sûr, pour l'instant, tout à fait hypothétique. Autre nouveauté très importante, il façonnait, ça on a trouvé justement dans les fibres végétales conservées, il y a certains sites comme ici à l'abri du Maras, on a trouvé l'empreinte de fibres végétales mais torsadées. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'il récupérait des fibres végétales et qu'il faisait des tresses. Hein. Donc ça, c'était très nouveau aussi. Et bien sûr, ça vous avez peut-être entendu parler, parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est le fait qu'il récupérait les cerfs et les plumes donc, de certains oiseaux. Ici, donc, des cerfs de rapaces. Et donc aussi des plumes d'oiseaux. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait une sélection. C'était pas les oiseaux qu'il mangeait, c'était des oiseaux tout à fait différents qui appartenaient soit donc aux rapaces diurnes, comme l'aigle, le pigargue, etc., soit aux grands corbeaux. C'était souvent des oiseaux de ce type, qui ont d'ailleurs des plumes assez sombres. Hein. Donc c'est pas pour le côté très coloré. Alors c'est vrai qu'on a eu tendance à dire pour se parer, voilà, on a fait beaucoup de représentations comme ça un peu à l'indienne, mais on s'interrogeait justement avec Pascal et on l'a mis dans l'exposition, dans le cartel en disant qu'il y avait une autre possibilité, c'est aussi le fait, comme le font les chamans par exemple de Sibérie, ces plumes, ces cerfs de rapaces, ces plumes de rapaces peuvent être cousus sur un vêtement d'un personnage particulier, bon là-bas c'est les chamans, peuvent être mis sur des objets rituels, bref, dans une autre, là on peut montrer qu'il récupérait ses plumes, qu'il récupérait ses cerfs, mais malheureusement on ne peut pas aller très loin après. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en faisaient? On peut émettre des hypothèses de parure, de se faire des colliers. C'est vrai qu'à Krapina, on a un petit tas de 8, il y a la photo dans l'expo, de 8 cerfs comme ça. Peut-être c'était un collier et puis ça a craqué, et un petit tas comme ça de cerfs. Mais toujours est-il qu'on peut s'interroger parce que ce sont des animaux, des oiseaux, porteurs de symboles très forts. Vous savez, les rapaces diurnes et les grands corbeaux sont dans beaucoup de mythologies, bien sûr chez les Indiens d'Amérique du Nord, mais dans d'autres, là je vous parlais en Sibérie. Donc c'est vraiment des oiseaux, c'est très très fort. Donc il y a peut-être quelque chose qui va au-delà de la simple parure. Il y a peut-être derrière des pensées symboliques. Le même bon, quelque temps perforé, aussi pour se parer. Mais surtout dans les nouveautés très importantes, c'est ces histoires de découverte de grottes avec des nouvelles datations qui interrogent. Et notamment, là, donc, vous avez peut-être entendu aussi cette découverte fabuleuse de cette grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, où on a trouvé 2 structures loin de l'entrée, 336 mètres, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le monde souterrain,
Parce que là aussi, l'habitat des Néandertaliens et d'ailleurs des sapiens, ça paraît, c'est le plein air, l'abri sous roche ou l'entrée des grottes. C'est pas au fin fond de la grotte. Hein. Donc ça, c'est un mythe aussi, l'homme des cavernes, ça fait partie de la mythologie. Et donc là, c'est très loin de l'entrée, c'est très vieux, vous voyez. Et c'est des structures qui sont composées de fragments de stalagmites. C'est-à-dire que les gars, ils sont rentrés, les Néandertaliens, ils sont rentrés, ils ont cassé 2 tonnes. Ça représente 2 tonnes. 400 fragments de stalagmites là, qui ont été utilisés pour faire ces cercles, ça fait 2 tonnes. Mais il faut les casser aussi, les stalagmites. Hein. Les petites fibules, tout ça, ça va bien, mais les stalagmites un peu épaisses, et là, il y a quand même des bonnes... Il faut les casser, hein. Il faut vraiment vouloir faire quelque chose de particulier. Et on n'a rien trouvé que des traces de foyer. Donc nous ne sommes pas du tout dans un site d'habitat où on aurait des ossements d'animaux cassés, où on aurait des déchets de taille du silex, des outils, des choses. Pas du tout. Là, on a ces structures et des foyers. C'est tout. Donc là, c'est des choses quand même très intéressantes et ce qui a servi à faire ces foyers, quelques os brûlés. Et donc c'est tout. On n'a pas autre chose. Alors on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors malheureusement, on n'était pas là, on ne sait pas. Mais maintenant, je pense qu'on est quand même la plupart d'accord pour dire que ce n'est pas pour aller y vivre. Hein. Et probablement que comme c'est une structure qui était lourde à mettre en place, ça peut être sûrement servi plusieurs fois, etc. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ça, je ne sais pas et on ne sait pas. Je crois qu'on ne peut pas, pour l'instant en tout cas, avoir des moyens de réponse. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'était en tout cas pas de l'ordre du domestique, quoi. Pas de l'ordre du quotidien, de la subsistance ordinaire. Là, on est dans autre chose. Surtout rentrer, voilà, on pensait que c'était là aussi que les sapiens qui s'étaient faufilés comme ça dans le monde souterrain pour aller faire les peintures. Donc c'était là une très grande découverte pour aussi montrer qu'eux aussi étaient rentrés au fond des grottes. Et évidemment, là, les dernières découvertes, hein, qui ont fait beaucoup de bruit aussi dans la presse. Alors, il y avait déjà eu la gravure de Gorham, qui est sur le sol et qui est néandertalienne. Donc c'est une grotte dont je vous parlais tout à l'heure au bord de la mer. Là, c'était des grands consommateurs d'oiseaux et ils ont récupéré beaucoup aussi de mammifères marins échoués. Enfin. Et ces Néandertaliens donc ont fait cette espèce d'hashtag, de dièse, mais c'est sur le sol et c'était assez intéressant, déjà un peu novateur, parce que c'est vraiment gravé, c'est vraiment de la gravure. Mais là, c'est encore plus important peut-être, si tout ça se confirme, c'est qu'il y a 3 grottes espagnoles, au nord comme au sud. C'est ça qui est important. Il y en a Cantabrie et en Andalousie, qui ont été avec des nouvelles méthodes de datation, parce que les peintures, malheureusement, beaucoup de grottes ornées, toutes attribuées à Sapiens, toutes ces peintures ne peuvent pas être datées. Il faut qu'elles soient avec du charbon de bois, par exemple. Hein. Sinon, on ne peut pas. Donc la seule façon de dater des peintures et des gravures, c'est quand il y a une couche de calcite qui recouvre la peinture ou la gravure. Et jusqu'à présent, il y avait eu des tentations, mais on n'avait pas de méthode qui marchait bien. Et là, il y a une nouvelle méthode qu'on appelle uranium-thorium et qui permet de faire ces datations. En plus, avant, la datation utilisée à ces périodes, c'est le carbone 14, mais il ne va pas en deçà de 50 000 ans. Donc là, nous avons maintenant des choses très intéressantes, c'est des nouvelles datations d'uranium-thorium, de ces peintures, attribuées, jusqu'à présent, elles étaient toutes attribuées donc à Homo sapiens, et en datant, on a trouvé des dates. Évidemment, comme on date la calcite, hein, c'est forcément ce qui est en dessous, c'est forcément plus vieux qu'eux. Donc on a des moins 65 000 ans pour les 3 grottes. Alors je veux bien qu'il y ait des hasards, mais il y a quand même des choses intéressantes, parce qu'on disait oui, mais est-ce que ça marche bien, voilà. Et en fin de compte, on a quand même quelque chose qui montre que cette méthode de datation nous donne dans trois grottes différentes les résultats assez proches. Et là, à cette période-là, il n'y a pas de sapiens en Espagne. Rien du tout. Ils seront là vers 36, 38, mais ils ne sont pas à 65. Donc,
on s'interroge. Alors, pour l'instant, ce qui a été mis en évidence daté de cette période-là, c'est une main et des signes géométriques. Donc, on retrouve aussi des signes géométriques, donc des choses abstraites, on va dire. Mais il y a quand même les mains. Les mains, c'est important. Voilà, donc là, d'un seul coup, ça a aussi grande nouveauté, hein. Évidemment. On espère que d'autres datations vont avoir lieu, vont être faites, et on va voir ce que ça va donner. Mais ça change là aussi fortement. Parce qu'avant, systématiquement, même sans datation, on disait les grottes, c'est Sapiens. Les peintures, les grottes ornées, pardon, c'est Sapiens qui est l'auteur. Alors il y a des provocateurs qui disent mais pourquoi pas Chauvet? Non, c'est provocateur ça. Mais voilà, parce que Chauvet c'est ancien, voilà. Bon, donc j'ai dit exprès pour énerver ceux qui sont pro-Cro-Magnon. Et donc là, en tout cas, ça lance le débat et c'est des choses intéressantes sur ça. Alors bon, c'est un peu maintenant les représentations. On passera vite parce que il y a toute une discussion importante que va faire Pascal sur la disparition, simplement pour vous montrer qu'il y a on a changé quand même le regard sur les Néandertaliens. Ça, c'est Emmanuel Roudier. Et notre Kinga, donc, qui accueille le visiteur à la fin de l'exposition. Et l'objectif avec Pascal, c'était de montrer qu'en fin de compte, bien sûr, vous allez reconnaître au niveau de son visage qu'il y a des différences. Hein, le front fillant, la calotte au-dessus des yeux, l'occipital très en chignon à l'arrière. Bon. Mais en fin de compte, elle n'est pas si différente. Hein. Donc c'était un peu ce clin d'œil de la fin de l'expo. Et la grande question, c'est Pascal qui va la résoudre. Waouh, la barre est haute. En termes de provocation, en t'écoutant, je pensais à un truc, des galettes de céréales, des galettes de pain, grand mangeur de viande, un steak au milieu, un petit peu de rhizome de nénuphar. Bon, il nous a fait le hamburger. Alors, oui, pourquoi a-t-il disparu? Bon, si on le savait, à défaut d'être riche, on serait célèbre. Nous avons ici listé quelques possibilités qui pourraient expliquer la disparition des Néandertaliens. On en a listé 7. Il y en a énormément, enfin énormément, j'en ai listé sur un précédent travail environ une trentaine, dont certaines sont suffisamment loufoques pour qu'on vous évite ce long pensum. Celle-ci semble quand même être un peu plus raisonnable dans le cadre d'une démarche scientifique que les autres. Alors, dans ces 7 possibilités, on va étudier ça ensemble. L'instabilité climatique, l'extermination par les Homo sapiens, par nous, quoi, des épidémies, une fatalité biologique, le cycle des espèces, comme on pourrait dire de manière très romantique, un problème lié à son infériorité culturelle, adaptative, intellectuelle, les problèmes de concurrence et de compétition, très à la mode depuis quelques années, et pas que pour Néandertal, et les problèmes liés à une démographie spécifique. Voilà. L'instabilité climatique. Alors, on en a parlé tout à l'heure. La durée de vie de l'espèce Néandertal, espèce ou espèce, on y arrivera, Néandertal, son environnement se caractérise par une alternance de phases froides et de phases tempérées, le cycle glaciaire et interglaciaire que nous connaissons bien maintenant, après pas mal d'années de travail sur le sujet. Et ces phases glaciaires, interglaciaires ont évidemment des conséquences sur la flore, la faune et nos Néandertaliens, bien évidemment. Les espèces ne sont pas les mêmes en phase glaciaire, interglaciaire, et les territoires occupés sont évidemment très différents en phase glaciaire et interglaciaire. Et nous savons que pendant les phases froides, glaciaires, les grandes plaines d'Europe centrale et d'Europe orientale, par exemple, ainsi que toute l'Europe du Nord, est désertée. Ces plaines sont désertées par la faune et par Néandertal, qui en dépend bien évidemment. On a par exemple, ici on est sur la fin de l'épopée néandertalienne, on est sur les 110 derniers 1000 ans avant notre ère, et la phase en jaune dans cette courbe climatique, donc plus la barre est vers le haut et plus il fait tempéré, on va pas dire chaud, et plus elle est vers le bas et plus il fait froid. Et là on est sur la fin de la période néandertalienne, et on constate que ces oscillations climatiques sont violentes et sont très rapprochées dans le temps et brèves.
Et ça peut déstabiliser complètement des biotopes. Cette succession de coups de froid et de réchauffement très rapides, bref, et qui se succèdent à un rythme quasi effréné. Ça peut causer des disparitions par endroits, peut-être, certains chercheurs le pensent, de groupes. Ça peut également causer, lors des réchauffements, des éclatements des groupes qui partent à la reconquête des terres libérées par ces froids et qui s'éparpillent, c'est le mot, sur des territoires extrêmement vastes. Et cet éparpillement amène une distance de plus en plus grande entre ces groupes et donc des contacts de moins en moins fréquents. Et nous constatons sur cette période 70 000, 40 000, un rétrécissement du spectre génomique, une réduction de la diversité génétique, qui peut-être est une résultante de ces éloignements de groupes néandertaliens. Nous constatons également d'un point de vue archéologique une diversité culturelle beaucoup plus importante que dans les phases précédentes, qui pourrait résulter de traditions culturelles issues de groupes qui s'éparpillent sur l'Eurasie. Deuxième cause potentielle, l'extermination par nous, Homo sapiens. Alors c'est très très à la mode parce qu'il y a autour de nous des mouvements qui considèrent que nous, les Homo sapiens, nous sommes forcément par nature violents et nous sommes même des parasites. Vous avez tous regardé, comme moi, des films de science-fiction où des espèces extraterrestres bien intentionnées reviennent nous mettre au pas en nous expliquant que nous sommes des parasites, que nous allons causer la disparition de la planète si on continue comme ça. Je ne fais pas de politique en disant ça, je fais simplement une petite exégèse cinématographique. Cette extermination par nous, les Homo sapiens, elle s'illustre dans ces représentations artistiques de la fin du 19e. À gauche, le rapt, à droite, l'envahisseur. Ce sont des noms très romantiques sur ces tableaux. Et nous, les sapiens, nous aurions conquis, comme nous avons eu l'habitude de le faire sur toute la planète, nous aurions conquis l'Eurasie en provenance d'Afrique, si ce n'est que nos copains africains sont un peu palos, je trouve. Excusez-moi, ils sont un peu palos, mais enfin bon. Et nous aurions donc conquis l'Eurasie et exterminé les occupants de cette Eurasie, c'est-à-dire les Néandertaliens. Certes, nous n'avons évidemment absolument aucune preuve archéologique de quoi que ce soit. Et en plus, cette conquête, on n'avait pas été très pressé parce qu'on a quand même mis quelques milliers d'années, quoi. Donc là, a priori, ça ne devrait pas être cette explication. La rencontre, d'ailleurs, entre nous et Néandertal a-t-elle eu lieu en Europe? Eh bien, a priori, non. En tout cas, pas en Europe centrale et occidentale. Peut-être dans les Balkans, mais c'est même pas encore sûr. Nous avons ici des bandes dessinées de Chéret, le célèbre Rahan. Je crois que tous, on a eu un pif gadget un jour dans la main. Et Rahan, enfin moi, j'avais le couteau en ivoire, mais en fait, il est en plastique. Hein. Et j'en étais horriblement fier quand j'étais petit. Je l'ai toujours d'ailleurs. Mais la rencontre entre Néandertal et Sapiens, non, c'est pas en Europe que ça s'est passé a priori. C'est au Proche-Orient qu'on s'est hybridé. Et on a tous en nous quelque chose de Néandertal grâce à cette rencontre, il y a 100 000 ans ou plus, au Proche-Orient. Ce qu'on peut prouver archéologiquement, au-delà des bandes dessinées de Chéret, c'est que sur le nord-ouest de l'Europe, nous sommes ici dans les années 37 000, 42 000 avant notre ère. Les petits triangles blancs qui sont sur la droite de l'écran montrent des sites occupés par Homo sapiens, par nous. Ce sont des sites sur lesquels nous avons de la paléontologie. Donc ce n'est pas de l'outillage, c'est réellement des restes humains. Ces sites-là ont été occupés par Homo sapiens. Et dans cette même période, à gauche, en jaune, ce sont des sites occupés par Néandertal. Si on prend, parce qu'on n'a pas mis toutes les diapositives, ça prendrait trop de temps, si on prend la phase postérieure, Homo sapiens arrive ici, mais il arrive dans un terrain où il n'y a déjà plus de Néandertal depuis au moins 2000 ans. Il y a un trou de 2000 ans entre Homo sapiens et Néandertal dans le nord-ouest de l'Europe. Donc quand nous arrivons, quand nous passons le Rhin, la vallée du Rhin si j'ose dire, quand nous arrivons en Europe occidentale, nous sommes sur un territoire déjà vide de tout occupant. Et c'est une donnée extrêmement importante. Le dernier néandertalien, il est ici,
dans l'état actuel de nos connaissances, c'est l'homme de Spi. Il est à 36-37 000. Et les premiers sites sapiens dans cette région-là sont à 35 000, 34 000. Il y a 2000 ans de différence. Ils ne se sont pas rencontrés là-bas. Nous sommes arrivés dans des régions vides. Ça ne signifie pas que c'était le cas partout en Europe. Mais dans cette zone-là, où on a beaucoup de données archéologiques bien datées, c'est le cas. Donc, cette rencontre dans cette région, qui est quand même suffisamment importante que pour qu'on en parle, en point de vue géographique, cette rencontre entre Néandertal à gauche et Sapiens à droite, c'est pas un match de boxe, hein. Eh ben non, ça ne s'est pas passé. En tout cas, pas là. Les épidémies, les pandémies. Ça traîne dans notre inconscient collectif de chercheurs aussi. Comme Marilène l'a dit, on est des chercheurs, on est aussi des citoyens qui baignons dans un environnement culturel. Cette signification de l'épidémie, de la pandémie, c'est simplement en partie, et c'est pour ça qu'on a choisi ces images, dû au fait que quand l'Européen est arrivé dans les Amériques, il a amené avec lui un certain nombre de maladies qu'il a transmises aux Amérindiens et ces maladies ont causé des ravages énormes dans les populations amérindiennes jusqu'à en faire disparaître certaines complètement. Vous avez ici quelques représentations sur l'arrivée de colons et un codex du milieu du XVIe siècle, très intéressant sur la variole. Et regardez d'ailleurs, au point de vue histoire de la médecine, il avait pensé, l'auteur du codex, que ça se transmettait par voie aérienne. Et ce qui est fort intéressant, parce que d'ailleurs c'est le cas. Mais on n'a absolument aucune trace archéologique de cela. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on peut également imaginer que la pandémie, elle aurait pu fonctionner dans les deux sens. Pourquoi est-ce que c'est forcément Sapiens qui transmettrait des maladies infectieuses et mortelles à Néandertal, et pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Mais on n'a pas de traces de ces pandémies qui, si elles ont existé, c'est comme pour l'extermination, le virus ou la bactérie en question, pas très courageux non plus, parce que la coexistence, j'ai bien dit coexistence, pas cohabitation, ce sont deux choses différentes, entre Néandertal et Sapiens a duré des milliers d'années. Donc, un petit virus pas très dynamique. La fatalité biologique. Alors, la fatalité biologique, c'est le destin des espèces à évoluer et puis à disparaître. Alors, c'est très romantique aussi, j'aime beaucoup. Le petit problème, c'est qu'il n'y a pas une règle qui décide que, voilà, tous les 500 000 ans, l'espèce, elle disparaît. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui disparaissent plus ou moins vite. Les sélacantes, c'est des dizaines de millions d'années, ils existent toujours. D'autres espèces disparaissent beaucoup plus vite. Et en général, elles disparaissent en masse. Il y a plusieurs espèces, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers d'espèces qui disparaissent en même temps. C'est ce qu'on appelle les 5 grandes extinctions qui sont figurées sur le graphique qui est là. On part de 550 millions d'années à droite pour arriver à l'époque actuelle. Et on a cette courbe rouge qui montre la tendance aux extinctions des espèces. Regardez d'ailleurs, il y a 550 millions d'années, la diversité spécifique qui existait par rapport à maintenant. Parce que quand on parle de biodiversité, il faut aussi prendre un peu l'épaisseur du temps. Et on a ces 5 grandes disparitions et des petites, entre guillemets, disparitions entre celles-ci. Et dans les années 30 000, 50 000, il n'y a pas ça. Il y a des espèces qui disparaissent, mais le mammouth, il va disparaître après. Le lion des cavernes, il disparaîtra après. Il n'y a pas une disparition en masse d'espèces à cette époque-là. J'essaie d'accélérer un petit peu. L'infériorité intellectuelle, culturelle, adaptative. La première diapositive s'appelait « Trop bête ». Et en fait, on a changé. Bon. Ça aussi, c'est un préjugé. Nous, les sapiens, on est au sommet de tout, forcément. Comme au 19e, on était au sommet des races des sapiens. Là, on a un préjugé, on est au sommet de l'évolution humaine. Alors, même si on reconnaît que Néandertal est un humain, forcément, on est meilleur. Donc, il est inférieur, intellectuellement, culturellement, et il est moins bien adapté que nous. Mais enfin, c'est quand même, on l'a montré tout à l'heure, un très habile artisan, un grand chasseur, qui ne chassait pas d'ailleurs que des grands mammifères, qui avait une alimentation variée. Et cette concurrence, cette compétition, là j'ai mis les deux images entre Sapiens de Sungir, moins 23 000 à droite, et le célèbre Néandertal dessiné par Kupka. Cette concurrence, cette compétition est très dans l'air du temps. On lit ça dans tous les journaux, sur des tas de sujets divers et variés. Et on a toujours eu envie de classer tout.
On est dans une époque où on veut tout classer, on le disait encore la dernière fois. On classe les lycées, les hôpitaux, on classe les hôtels, on classe tout ce qu'on peut imaginer. Ben là, on classe des espèces, on classe des gens. Mais rien ne montre cette concurrence. Certains chercheurs... Oui, là, c'est un lapin, comme vous pouvez le constater. Certains chercheurs, parce qu'on commence à avoir faim, certains chercheurs ont tenté de démontrer que... C'est cet article célèbre, là-bas, en haut à droite, là, vous avez la référence. Ça date de 2013, c'est pas vieux. On souhaitait démontrer que en Ibérie, dans la péninsule ibérique, en comparant des sites néandertaliens et des sites sapiens, eh ben, les sapiens, ils chassaient des lapins, des lagomorphes au sens large, alors que Néandertal ne chassait pas les lagomorphes. Donc, sapiens avait une alimentation plus variée, de meilleures stratégies d'acquisition de nourriture que Néandertal, lequel, inférieur intellectuellement, a fini par disparaître parce que sur un champ trop restreint de son spectre alimentaire, et puis plus assez à manger, et puis quick. Eh ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vu que Marilène l'a démontré tout à l'heure, et dans ses nombreux travaux, Néandertal avait également la capacité à chasser, à capturer, d'une manière ou d'une autre, ce type de gibier. Donc, cette explication un peu restrictive ne tient pas la route non plus. Les démographies des humains, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a globalement deux types de stratégies de démographie selon les espèces, plus un type intermédiaire qui est propre à quelques espèces, dont certains oiseaux et les écureuils. Nous avons, en tant qu'humains, une stratégie de type courbe 1, ce sont des termes comme ça. En fait, on fait peu d'enfants, je vais essayer de la faire simple, on fait peu d'enfants, mais on les soigne énormément, on les éduque beaucoup, et ça prend du temps. Et nous sommes une espèce qui, comparativement à plein d'autres, nous mourrons vieux. On ne meurt jamais assez vieux, d'accord, mais nous mourrons vieux comparativement à plein d'espèces qui ont une autre stratégie démographique avec beaucoup d'enfants dont on ne prend pas soin et qui meurent très vite. Ce sont deux stratégies différentes. La qualité contre la quantité. En gros, c'est ça. Et les espèces ont choisi ce type de fonctionnement. Et nous, humains, nous sommes des grands mammifères et on a choisi la stratégie de type 1. Enfin, on a choisi, ce n'était pas un vote, mais on a choisi quand même. Bon. Et cette stratégie de type 1 nous a quand même permis à nous, humains, d'être relativement nombreux maintenant sur cette planète. Mais ça n'est pas non plus quelque chose qui est définitif. Ce n'est pas définitif. Et là, on vous a mis les courbes démographiques de deux pays européens, la France, en bas à droite, dont la courbe démographique augmente régulièrement depuis les années 60 jusqu'à maintenant, et la Biélorussie, en haut à gauche, dont la courbe démographique a augmenté jusque dans les années 90 et puis s'est effondrée. Ces démographies, ces stratégies démographiques ne sont pas inscrites dans le marbre et ça n'est pas éternel. Et il y a un groupe de grands mammifères que nous sommes. Nous pouvons disparaître par effet de crise démographique. Et c'est ça le sujet important. Alors, pourquoi a-t-il disparu? On va conclure là-dessus. Eh bien, la population néandertalienne, elle est déjà diminuée il y a 40, 50, 60 000 ans. On le voit dans les sites archéologiques qui sont moins nombreux que dans la période précédente. On le voit également par la réduction que montrent les études paléogénomiques du spectre ADN des néandertaliens. Pourquoi? Mortalité élevée, mortalité infantile élevée, mortalité des femmes en couche, peut-être un stress dû à la présence des hommes modernes. Ce n'est pas parce qu'ils n'habitent pas à côté les uns des autres qu'ils ne savent pas qu'il y a des autres quelque part. Ça peut peut-être générer des choses. On sait que les Néandertaliens commencent à s'effacer dans le temps et dans l'espace à partir de 50 000. Il y a des zones, 50 000, 40 000, il y a des zones où on n'a plus de sites du Paléolithique moyen, on n'a plus de sites néandertaliens. Et il y a cette floraison culturelle dont on a parlé tout à l'heure, avec d'autres traditions culturelles qui émergent et qui ne durent pas très longtemps et puis qui s'éteignent relativement vite. Les croisements avec Homo sapiens et nous, on en a parlé, c'est au Proche-Orient. Et peut-être, enfin certainement, sans doute dans les plaines d'Europe centrale et orientale, dans les années 50 000, 40 000, on a un homme en Roumanie, on va le voir, dont le grand-père ou un ancêtre proche, c'est un homme moderne, mais son grand-père ou un ancêtre proche était néandertalien. Donc il y a eu aussi des croisements vers
40 000, 42 000. Quoi qu'il en soit, il y a Denisova qui disparaît également dans ces années-là, 50 000 sans doute. Néandertal disparaît, les derniers vers 35 000, 34 000. Et nous sommes là en même temps et nous arrivons dans ces espaces-là. Cette concomitance pose question quand même. Coïncidence, pourrait-on dire, dans un site complotiste? La chute démographique a-t-elle été fatale à Néandertal? C'est fort possible. On a repris ici les mêmes arguments. Et cette dilution génétique dont on a déjà parlé. Le métis dont je vous parlais, c'est celui-ci, un grand-père ou un ancêtre très proche. Il n'y a pas plus de 4 à 6 générations, c'est le maximum dans l'horloge génétique, entre ce jeune homme, qui est un Homo sapiens, et un ancêtre néandertalien. Donc là, ils se sont certainement hybridés, ses grands-parents, arrière-grands-parents, quelque part entre la Roumanie, les Balkans, l'Ukraine, dans ces coins-là. Nous possédons tous, pas exactement le même pourcentage, mais tous les Européens possèdent entre 1 et 4% de gènes, plus précisément d'allèles néandertaliens. C'est notre signature génétique qui est comme ça. Donc la question qui peut se poser, c'est les Néandertaliens ont-ils réellement disparu? En tant qu'espèce spécifique, ben oui. Mais dans notre imaginaire, non, ils n'ont pas disparu en tout cas. Là, vous avez quelques photos qu'on vous a sélectionnées, des trucs très amusants. Là, c'est un groupe qui s'appelle les Hot Legs, qui a fait ce tube mondial Neanderthal Man. C'est devenu 10cc après. Vous avez tous dansé là-dessus, I'm Not in Love, vous vous rappelez tous de ça. Il y a quelques autres choses. Là, vous savez, messieurs, que maintenant, il faut vous raser avec cette lotion pour devenir quelqu'un de beaucoup mieux. Et à gauche, ce tube « Fais-moi l'amour à la Néandertal » qui rend honneur à la chanson française. Et ce mur de citations qui montre que, après avoir un peu rigolé de tout ça, que Néandertal fait toujours partie de notre imaginaire et en fonction des pays de manière plus ou moins négative. En anglais américain, Néandertal est une insulte définie par les dictionnaires très sérieux de Cambridge et d'Oxford. C'est une insulte. Vous l'avez là, ici. Hein. C'est quelqu'un de culturellement et d'intellectuellement un peu inférieur, un peu demeuré. Donc, Néandertal, un homme, une bête, eh ben, on a décidé avec Marilène que vous jugerez vous-même en allant voir l'exposition. On va passer aux questions. Bonsoir. Oui, je comprends très bien votre désir de réhabilitation de l'homme de Néandertal, mais il y a quand même, parmi les hypothèses de disparition, en particulier concernant la démographie, des faits qui sont incontestables, dont le premier est l'hécatombe des adultes, parce que cette chasse aux grands mammifères était très dangereuse, et donc dès l'âge de 30 ans, il y avait une hécatombe. Et par ailleurs, le fait qu'il y a une explosion démographique à la charnière entre paléolithique moyen et paléolithique supérieur. C'est confirmé par un article qui est paru dans Science en 2011, qui s'intitule « Tenfold Population Increase in Western Europe at the Neanderthal to Modern Human Transition ». Et c'est très intéressant parce que... Oui, parce que là, j'aurais bien aimé que ces faits démographiques soient donnés. Voilà, parce que ça permet de soutenir une hypothèse que Madame Patou-Matis connaît très bien, parce que je lui ai prêté un livre qui parle de cette hypothèse, qui est la découverte par Sapiens du secret de la fécondité des femmes. Alors, pour reprendre, madame, je ne savais pas que je vous avais jamais vue physiquement.
Pour reprendre ça, mais c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que là, on a présenté, parce qu'on veut être éclectique, et d'ailleurs dans l'exposition, il y a toutes les hypothèses, mais nous sommes dans cette perspective du problème démographique. Donc, ce que vous avez dit, nous sommes tout à fait dans ça. C'est un problème démographique. Les sapiens sont beaucoup plus nombreux, arrivent beaucoup plus nombreux, et là, nous avons dit, c'est écrit, que pour le problème démographique des Néandertaliens dès moins 50 000 ans, c'est un problème lié au problème de la mortalité justement en couche, de la mortalité des enfants, du problème de moins de diversité génétique qui prouve justement cette faiblesse démographique. Donc je ne comprends pas bien très largement parce que c'est exactement ce qu'on pense. C'est-à-dire que le vrai problème, en tout cas pour moi, je ne parlerai pas au nom de Pascal, mais pour moi ça a toujours été un problème de démographie et que les sapiens qui arrivent sont numériquement plus nombreux et sont là, après on peut discuter des raisons, mais ils vont en fin de compte prendre plus de place parce qu'ils sont plus nombreux. Donc je veux dire, alors là, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Entre l'explosion démographique, la coïncidence entre l'explosion démographique et le fait que les hommes, c'était une question de survie à l'époque. Donc, ça soutient l'idée que Sapiens aurait pu découvrir le secret de la fécondité des femmes, comme le montre un certain culte de la fécondité avec des statuettes de femmes gravides, comme la Vénus de Willendorf, la Vénus de Lespug, la Vénus de Lausel, qui montrent en brandissant d'une main une corne dans laquelle il y a 13 traits, et pourquoi 13, et de l'autre qui montre son ventre. Il y avait une question là-bas. On passe à la seconde question. Ben oui, mais deux micros. Oui. Oui, bonsoir. Dans le catalogue de l'expo, il y a marqué que les hommes de SPI sont associés à une industrie de transition. Et qu'est-ce qu'on a trouvé donc associé aux hommes de SPI? Et puis aussi dans un autre chapitre, le fait qu'il ne soit pas certain que les Néandertaliens aient fait le châtel péronien. Pourtant, à Arcis-sur-Cure, ça semble être établi. Excusez-moi, j'ai oublié le micro. Alors, pour la première partie de votre question, l'homme de Spie, la grotte de Spie, il y a plusieurs niveaux archéologiques. Et les deux hommes de Spie, en fait, il y a deux Néandertaliens, un Néandertalien, une Néandertalienne, plus précisément à Spie, sont associés à une industrie qu'on appelle, bon, pardon, mais c'est comme ça, le Lacombien, Ranisien, Germanovicien, bon, désolé. C'est une industrie qui est très, très, très tardive dans le Paléolithique moyen, mais qui est clairement associée à Néandertal, qu'on appelle de manière un peu trop rapide selon moi, une industrie de transition, simplement transition entre le Paléolithique moyen néandertalien et le Paléolithique supérieur Homo sapiens. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une autre industrie portée par des Néandertaliens, comme il y a les Kain-Messer-Gruppe en Allemagne, un peu plus anciens, qui ne sont pas de transition, mais on a cru longtemps que comme il y avait des éléments allongés, ça évoquait des débitages laminaires et que forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous, les sapiens, qui faisions du laminaire, donc c'était une transition vers ce laminaire. Mais à Spie, il y a aussi des couches plus anciennes avec d'autres outillages plus, entre guillemets, classiques pour Néandertal, du moustérien, etc., etc., etc. Première, je ne sais pas si ça répond à votre question pour Spie. Deuxième, ces industries dites de transition, il y en a au moins une dizaine. Ça correspond à cet éclatement culturel de la fin de l'époque néandertalienne. Il y en a un peu partout en Europe. Pour ce qui est du châtel péronien et de son attribution à Néandertal, ça repose sur deux éléments. Il y a quelques dents trouvées à Arcis-sur-Cure, comme vous l'avez dit vous-même, dans des niveaux châtel péronien. Premier élément. Deuxième élément, un squelette néandertalien, dit Pierrette, trouvé à Saint-Césaire, c'est en Charente, dans des niveaux néandertaliens. Ça, c'est les deux éléments de base. Petit souci, c'est la taphonomie. La taphonomie, c'est la façon dont les choses se dégradent au cours du temps. Pour ce qui est d'Arcis-sur-Cure, il y a eu pas mal dans cette grotte de bouleversements qui font qu'on peut se poser très clairement la question de savoir si les dents sont réellement associées à l'outillage. D'autant plus qu'il y a eu les sapiens qui ont occupé la grotte d'Arcis-sur-Cure. Donc là,
on a le devoir de se poser la question au moins. On a le devoir de se poser la question pour les peintures sur les parois. On a aussi le devoir de se poser la question de l'attribution d'une industrie à un type humain. Pour Saint-Césaire, des rapports récents semblent démontrer que le squelette de Pierrette, de la néandertalienne en question, n'est pas forcément associé à l'industrie châtel-péronienne, car le squelette a été découvert dans une ravine, dans un accident de terrain avec un flux d'eau, un ruisseau si vous voulez, qui a pu déplacer une sépulture néandertalienne située un peu plus haut. Donc là aussi, il faut rester prudent. Donc on n'a pas dit que c'était châtel-péronien ou pas châtel-péronien, on dit qu'il faut se poser la question de savoir si châtel-péronien égale néandertal ou pas. Et là, il y a un vrai débat en cours, et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Un peu complexe, là. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur quant à la population de Néandertal en France au maximum? Ça, c'est quelque chose qui est... Je vais répondre vite. Vas-y, parce que moi, Vous allez être très déçus parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à démontrer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à certains moments, dans certaines régions, il y a plus de sites archéologiques, et il y a certains autres moments, dans certaines régions, il y a moins de sites archéologiques. Par exemple, le nord de la France, dans les années 68 000, 75 000, parce qu'on a des chronologies assez précises, semble, je ne vais pas dire très peuplé, parce que ça n'a pas dit ça, semble assez fréquenté par des groupes néandertaliens. Et puis ça s'effondre. Il y a un bref mais violent refroidissement, entre 68 000 et 60 000. Il n'y a personne. Et puis ceux qui reviennent après, ce n'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes outils, pas les mêmes techniques, etc. Mais c'est toujours des néandertaliens, et ils sont beaucoup moins nombreux. Mais dire combien ils sont, c'est extrêmement difficile. Des collègues ont fait des tentatives. Moi, j'y crois relativement peu, je veux bien l'avouer, parce que ça repose sur pas grand-chose. Et on parle de 10 000 à 70 000 néandertaliens sur l'Europe, quoi. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même des petites populations. Et donc, le choc démographique, il peut être violent sur des petites populations. C'est ça ceci peut entraîner cela, voyez-vous. Si on est 7 millions, ben le choc démographique, il n'est pas pareil que si on est 7 000, quoi. Vous confirmez donc qu'il y a eu des mélanges entre les Néandertals et les Homo sapiens. Est-ce que vous savez s'il y a eu une étude sur certains individus actuels qui, pour moi, rassemblent extraordinairement des caractères néandertaliens et si il y a des résultats, disons, précis, enfin scientifiques, sur cette survivance que ce serait de manière exceptionnelle. Mais enfin, pour moi, j'étais convaincu que le mélange avait eu lieu. Alors, là, je ne sais pas, peut-être que chacun, on devrait faire son génome, la reconstitution de son génome. Bon, c'est interdit en France, mais on peut envoyer aux États-Unis pour voir ça. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est de toute façon, il n'y a pas plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait plus que 4% de gènes néandertaliens. Par contre, des gènes dénisoviens, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a des populations, ce qu'on appelle familièrement les Papous, qui, eux, possèdent 6% de gènes dénisoviens. Donc, ils en ont... Mais c'est des gènes dénisoviens. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais le problème de ces gènes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, même chez nous, il y a des gènes, on ne sait même pas ce qu'ils codent vraiment. Enfin, je veux dire, on sait qu'ils codent des protéines, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont comme rôle. Et donc, là, ce qu'il faudrait plutôt chercher, si vous voulez, c'est, en fin de compte, les gènes en commun et tout, qu'est-ce que ça signifie, et de trouver ces relations, puisque à ce moment-là, on pourrait dire, voilà, telle personne, comme vous dites, elle a l'air tout à fait néandertalien. Mais je ne suis pas convaincue que quelqu'un qui a un torus un peu plus fort au niveau des arcades, ça soit codé par un gène, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être des phénomènes de convergence, comme on dit, sur l'apparence, quoi. Donc je crois que c'est plutôt la recherche, parce que regardez les gènes qu'on a réussi à
à examiner nous donne par exemple l'apparence, nous dit les cheveux roux, nous donne les teints clairs, les yeux clairs, va nous dire aussi les aptitudes peut-être pour l'adaptation au froid, des choses comme ça. Donc, je comprends ce que vous dites. Souvent, on me dit, vous savez, moi, j'ai mon voisin, c'est vraiment un Néandertalien. mais vous savez, on a dit ça aussi beaucoup. On a rapproché, malheureusement, on peut le dire, parce que ça a été une grande souffrance, on a rapproché les aborigènes d'Australie des Néandertaliens. D'autant qu'ils faisaient des racloirs moustériens. Je veux dire par là que leur racloir était très proche. Et dans les premières grandes exposition universelle, on mettait à côté les objets rapportés d'Australie avec donc des aborigènes avec des objets taillés par les Néandertaliens. Donc il y a vraiment eu ce rapprochement et beaucoup on dit voilà, avec ce crâne un peu plus allongé, etc. Donc phénomène de convergence. Madame, oui. Oui, bonjour. Dans l'expo, vous avez développé le site de la folie. Est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça en Europe où on est aussi bien... on a autant de... Documenté. Oui, documenté. Alors, on a choisi le site de la folie parce que c'est un site qui est exceptionnel, mais qui n'est connu que des préhistoriens. Donc là, maintenant, il sera connu par j'espère, le plus grand nombre possible. À mes yeux, il y a en Europe 3 ou 4 sites documentés en termes d'habitat à ce niveau de précision. C'est la folie qui est dans l'expo, je ne vais pas m'étendre. C'est le site de Molodova dont Marilène a parlé tout à l'heure, avec un pare-vent, un abri-vent, un coupe-vent, je ne sais pas comment le dire. Là, pour le coup, il est fait avec des éléments récoltés sur des mammouths, essentiellement des crânes et des défenses. Ce qui est intéressant, c'est que la folie, c'est également un système de pare-vent, un système d'abri, comme ça. Et il y en a un troisième qui, lui, est très différent, c'est en grotte. Et il y a une petite maquette de l'exposition aussi, c'est l'abri Romani, qui se trouve en Catalogne. Et bon, là, c'est en grotte, donc il n'y a pas un système de parois, etc., bien évidemment. Enfin, c'est à l'entrée d'une grotte. Hein. Mais il y a tout un aménagement intérieur extrêmement raffiné, si je puis me permettre, quoi. Avec une fosse, par exemple, qu'on pourrait interpréter comme étant une baignoire. Parce que cette fosse a contenu de l'eau et a priori chauffée. Alors on peut imaginer des tas de choses, hein, mais disons qu'on hésite entre le pot-au-feu et la baignoire, quoi. C'est un peu grand pour le pot-au-feu. Mais c'est un peu grand, c'est un très gros pot-au-feu. Il y a plein de copains. Mais là, c'est intéressant votre question, c'est-à-dire qu'au niveau de leur habitat, ils sont aussi bien en plein air, sous abri ou en grotte, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a relativement peu d'habitats construits, vraiment d'une façon importante. Les fameuses cabanes, des choses comme ça, c'est plutôt été, ou des tentes, tout ça, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Par contre, ce qui est fréquent, c'est l'aménagement de leur espace de vie, de leur espace domestique, même en abri ou en grotte, hein, devant l'entrée. Et vraiment, là, c'est quand même... on a quelque chose de vraiment avec des aires, différentes activités, hein, pour la viande, pour la petite cuisine, pour la taille, pour le couchage, etc. Ça, c'est assez fréquent, l'aménagement. Mais vraiment, d'avoir des habitats construits importants, ça, c'est assez rare. N'oublions pas que vous êtes avec une population de nomades, chasseurs-cueilleurs, qui doivent se déplacer souvent. Donc, ils ne vont pas commencer à construire des pyramides, ça ne sert à rien. Et ils vont surtout faire un habitat léger, qu'on peut transporter avec soi. Les poteaux, il faut les transporter avec soi. Les pots, il faut les transporter avec soi. Et ça, c'est important, quoi. Oui, mais du coup, bonsoir, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils ne se sont pas posés ? Parce qu'ils avaient des capacités, on l'a vu, ils avaient des capacités qui auraient pu à un moment aller sur la domestication. Je veux dire, quand on voit tout l'état de la recherche, l'avancement. Mais je suis d'accord avec vous, mais le souci, c'est justement les différences de tradition. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas non plus, enfin maintenant il n'y en a plus beaucoup, hein, des peuples chasseurs-cueilleurs. Mais regardez, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des peuples chasseurs-cueilleurs nomades, qui voulaient garder ces traditions-là. Et à côté, il y avait des gens qui étaient dans le milieu industriel, si j'ose dire, dans l'ère industrielle. Donc je pense qu'il y a toujours, et là c'est des sapiens. Donc je crois que voilà, c'est aussi une diversité des traditions, des choses plus ancrées. Et les sapiens eux-mêmes, il y a eu quelques groupes qui se sont modernisés, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre
qu'on soit vraiment toujours modernisé, mais donc qui ont en tout cas, par exemple, domestiqué le chien, le loup pour avoir le chien, mais pas tous. C'est-à-dire que là aussi, il faut bien voir qu'il y a des groupes qui n'ont jamais domestiqué les animaux. Vous voyez, donc c'est ça aussi la grande diversité. Et de ces humanités différentes, cette grande diversité. Vous pouvez avoir de la même espèce et en fin de compte, vous n'allez pas choisir la même vie. Et pendant très longtemps, c'est pour ça que nous, on parle beaucoup maintenant en termes de buissonnement, aussi bien biologique, comme vous avez pu le voir et que vous verrez dans l'expo avec les contemporains de Néandertal au niveau biologique, des espèces, et aussi culturel. Puisque vous pouvez avoir justement des choses très différentes. Il y a des gens qui ont... Vous savez, on a été très longtemps au néolithique aussi, hein. Donc on a vraiment, au niveau de la façon de production, même l'utilisation de certains outils, ça a pris beaucoup, il y a des régions qui étaient restées très... Donc c'est ça qui montre que c'est peut-être ça aussi la richesse de l'homme, c'est cette diversité. Moi, je prends toujours deux exemples quand on commence à aborder ces sujets-là. Le premier exemple, c'est les cassettes VHS et Betamax. Bon, certains d'entre vous ici s'en rappellent peut-être, mais je pense que je suis beaucoup plus vieux que vous sur ce sujet-là. VHS, Betamax, deux systèmes d'enregistrement. Le Betamax fonctionnait beaucoup mieux que le VHS. Mais collectivement, on a choisi le VHS. Pourquoi ? Il y a toujours des gens qui travaillent sur le sujet pour savoir pourquoi on a préféré... Non, mais c'est vrai, je vous jure. Pourquoi on a choisi le VHS qui marchait moins bien que le Betamax, mais on s'est tous dit, ouais, le VHS, c'est bien. Mais voilà, c'est une espèce de folie collective sans aucune rationalité, alors qu'on arrête de nous dire qu'on est des êtres rationnels, c'est pas vrai. Deuxième exemple intéressant, c'est le Groenland. Groenland, 13e, 14e, il y a des Européens, les Vikings, et il y a des Inuits. Ils coexistent, ils ne cohabitent pas. Mais ils se connaissent, parce que des fois, ils s'échangent des choses ou ils se tapent dessus. Je la fais caricaturale. Et puis la situation commence à changer à cause du petit âge glaciaire. Il y a un refroidissement qui se fait. Les Inuits, ils descendent un petit peu plus vers le sud pour échapper à la calotte glaciaire, parce qu'ils n'habitent pas au pôle Nord, les Inuits. Hein, ça, c'est dans les films, ça. Mais il y a les Vikings qui sont là. On n'a pas vraiment de traces de conflits violents entre les deux. Les deux populations se regardent un peu en chien de faïence. Mais les Vikings disparaissent parce qu'ils ont décidé de conserver leur mode de vie, envers et contre tout. Ils se sont dit, on est des éleveurs, nos parents faisaient ça, nos grands-parents faisaient ça, on va faire ça. Ça finira par passer. Mais ça a fini par trépasser. Alors qu'en face, ils avaient les Inuits qui, eux, avaient un mode de vie totalement différent et qui étaient, pour le coup, non pas des producteurs, mais des prédateurs. Et c'est eux qui ont survécu. Mais je parle du Groenland, 13e, 14e siècle. Dans le temps et dans l'espace, ça peut être très différent. C'est ça la variabilité humaine. La dernière question. Il va nous mettre par là. Justement, bonjour. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une espèce différente de la nôtre ou est-ce qu'on en est dans ces affirmations voilà. Là, madame, en fin de compte, actuellement, c'est justement le débat. Le débat actuel entre paléanthropologues surtout et généticiens, de discuter sur cette notion. Parce qu'à un moment donné, quand on met de plus en plus en évidence qu'il y a eu des croisements aussi bien avec les sapiens néandertal, entre Néandertal et Denisoviens, il ne faut pas les oublier. On s'est croisés avec les Denisoviens aussi. Les Denisoviens avec aussi les sapiens, etc. À un moment donné, ça pose la question. D'ailleurs, le Denisovien, l'homme de Denisova, parce qu'il a été trouvé que là. On le connaît très bien partout en Asie parce qu'il a laissé ses gènes. Mais en fin de compte, on ne connaît qu'un site. Et donc, qu'est-ce qui permet de dire deux espèces? C'est souvent le fait que les hybrides sont fertiles, hein, qu'il y a une descendance, si vous voulez. C'est ça la notion d'espèce. Mais quand on est anthropologue, qu'on n'a que des os, au départ, on travaille avec les os. Et avec les os, les différences étaient significatives. Bon, donc, au niveau statistique, etc., il y avait des différences, et c'est pour ça que ça a été classé en espèces différentes. Mais là, ça redonne un peu les cartes. Et je vous parlais de l'homme de Denisova, par exemple, il n'a pas de nom scientifique. Il ne s'appelle pas Homo denisovasus ou je ne sais quoi. Donc il n'en a pas, parce que les généticiens ne n'ont pas donné de nom. Donc vous voyez la difficulté. Et là, actuellement, il y a deux écoles. Donc peut-être dans quelques années, il va y avoir une qui va l'emporter sur l'autre. Et ces deux écoles, c'est une école qui dit ce sont
des espèces différentes. Il y a eu une spéciation par distance, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme les pinsons de Darwin, à un moment donné, ils sont proches à un certain endroit, puis à l'autre, ils vont être tellement différents qu'ils ne vont pas pouvoir se mélanger. C'est-à-dire que le néandertalien européen, par exemple, n'aurait pas pu, selon certains, se reproduire, enfin en tout cas avoir une descendance fertile avec les sapiens qui arrivent. Ce qui n'est pas le cas au Proche-Orient, où là, c'était plus proche, avec moins de caractères néandertaliens marqués, etc. Et là, ils ont pu se mélanger, voilà, parce que c'est spéciation par distance. Bref, et par contre, actuellement, des paléanthropologues, notamment, qui remettent ça en question et qui disent, en fin de compte, envisageons le fait que ça soit une grande variabilité au sein de Sapiens, avec donc des espèces différentes. Ça serait, par exemple, comme nous on est Sapiens, on va utiliser Homo sapiens néandertalensis. Et c'est drôle parce qu'au cours de son histoire, on n'a pas pu tout développer, hein, mais il a porté ce nom. Au cours d'une histoire, c'était pas Homo néandertalensis, c'était Homo sapiens néandertalensis. Donc ça, c'est drôle. Et donc voilà un petit peu. Et là, moi, je me lancerai pas dans ça. D'abord, je suis pas paléanthropologue, je suis comportementaliste. Mais donc, c'est vraiment les deux écoles. Ça va jouer dans les années, on va avoir peut-être dans les années à venir plus de renseignements, on va affiner les méthodes, mais il y a vraiment, vous avez raison, actuellement c'est le grand débat, hein. Et donc là je peux vous dire que ça chauffe, ça castagne. Non, c'est très dangereux de travailler sur Néandertal, hein. D'ailleurs, on va partir par la porte dérobée là. Merci beaucoup, merci pour cette belle conférence. Merci.